Les éditions DRM présentent La mariée de Malène, écrit par Lila Lola et lu par Naomi Azran. De douces boucles courtes et blondes retombaient sur le visage angélique d'une jeune fille heureuse. Une troupe de femmes se hâtait autour d'elle. On serrait son corset, préparait son voile et lui pinçait les joues fortement afin de faire ressortir une teinte rose naturelle qui ne la rendrait que plus belle. Nous parlons de Marie-Clarence, une beauté bien faite, naturelle et fraîche qui se trouvait debout, là, à attendre impatiemment de retrouver son futur époux. C'était une gentille fille de bonne famille, tisserande apprentie dans un atelier du village qui avait la vie devant elle. Un avenir certain et confortable aux côtés de l'homme qu'elle avait choisi. Celui-ci qui sera son pilier, avec qui bâtir un foyer et fonder une famille, ne lui procurerait qu'un bien-être sûr. Et bientôt, elle fut emmenée devant le chemin de l'église de son village natal, Malène. Il y faisait bon vivre. Bien qu'assez peuplé pour le Moyen-Âge, on y trouvait tout à proximité. Quelques boutiques, moins de 5 ateliers variés, une taverne et un port dominé par un phare gigantesque pour l'époque, doté d'un puissant système d'éclairage où le marchandage allait à tout va. Marie-Clarence avança doucement dans l'allée qui allait la conduire à l'amour éternel, vêtue d'une longue robe blanche et d'un voile qui ne cachait rien de sa beauté, tenant un bouquet de roses blanches avec ce grand homme bien bâti qui l'attendait les yeux pleins d'amour devant leur famille, amis et plusieurs membres de sa communauté. Arrivé face à lui, le sourire aux lèvres, il lui prit la main et tous deux se tournèrent vers l'homme d'église qui allait sceller à jamais leur destin. C'est lui qui la courtisa plus de 6 mois avant de pouvoir décrocher un doux regard de sa part. Il était le seul homme qu'elle n'avait jamais connu. Mais pieuse qu'elle était, il était inenvisageable d'avoir une relation en dehors du cadre du mariage. Il l'avait vite compris et ne tarda pas à lui demander sa main. C'est seulement à ce moment-là qu'elle lui offrit le plaisir de quelques rares chastes baisers et étreintes. La cérémonie fut assez courte et après le festin, comme il était coutume à cette époque, on emmena les époux à leur demeure via un carrosse où commença alors le début de la vie conjugale. L'homme prit sa femme dans ses bras, la dirigea vers la chambre, le regard plein de fougue, et la posa délicatement sur leur lit. L'épouse éprouva une légère crainte qui fut effacée à l'instant où son bel homme déposa ses lèvres sur les siennes. Il l'embrassait tendrement en défaisant son corsage et découvrit petit à petit le corps de cette jeune femme qui lui appartenait désormais. Elle était sienne, et dans quelques gestes maladroits, il se déshabilla fier de son corps saillant. La jeune vierge prit place, prête à accueillir l'affection totale de son époux. La chaleur montait rapidement. Elle ferma les yeux un instant et dans une douleur excitante, la joie et l'intensité du plaisir charnel envahissent son être tout entier. Ils mélangèrent leur souffle et les va-et-vient devinrent de plus en plus bestiales. Marie-Clarence s'est offerte corps et âme pour cette union. Rien ne pouvait entacher son bonheur. La nouvelle mariée se leva sans encombre, se sentit renaître, éclore comme une rose. C'était devenue une femme complète. Mais passé la lune de miel, la vie devait reprendre son cours. C'est pour cela que tôt ce matin-là, son époux l'embrassa longuement avant de partir pour la besogne. Le grand gaillard qu'il était travaillait au port pour porter les nouvelles cargaisons arrivées depuis la capitale de Châteauport via un grand canal jusqu'aux charrettes des marchands. Sa force et son endurance lui permettaient d'en vivre en le faisant toute la journée, de l'aube jusqu'au soir. Marie-Clarence devait se rendre à la mercerie pour y acheter des aiguilles que sa maîtresse d'atelier avait commandées. Mais la jeune dame pensa aller faire un tour au dock pour y faire une surprise à son compagnon. Après qu'elle se soit vêtue d'un long chaperon ainsi que de bottes confortables, elle commença par aller au port où elle ne trouva pas son élu de son cœur. Elle fut intriguée, mais pas inquiète, car il avait coutume d'aider au transport des marchandises jusqu'aux boutiques des détaillants. Elle se rendit alors à la mercerie, où dans la ruelle se trouvant en face de cette dernière, elle vit la chose la plus horrible. Son cœur se tordit et elle tomba à terre, le regard vers un couple qui s'embrassait fougueusement contre le mur. L'homme, une main dans le corsage de la jeune fille, son corps collé à elle dans une étreinte charnelle, la respiration lourde. Un couple formé par un homme grand, bien bâti. Son homme et une villageoise d'à peu près 17 ans. Alors que le monde semblait s'effondrer sous son poids, elle laissa un hurlement plein de douleur s'échapper. Le jeune époux se retourna d'un coup, le regard vide de tout remords. La jeune paysanne prit les jambes à son cou et disparut soudainement. Marie-Clarence se tordit de douleur une dernière fois avant de s'évanouir. Lorsqu'elle reprit possession de son corps et reprit ses esprits, elle se trouvait sur son lit. Sa chambre était vide.
D'un geste brutal, elle laissa tomber à terre les draps de son chalit. Ce nid, où elle avait donné tout son être à un homme qu'elle pensait bon et pieux, était désormais souillé par le souvenir d'une tromperie survenue le lendemain de ses noces. Comment avait-elle pu avoir été si aveugle? Comment avait-elle pu être si naïve? Livide et pâle. Mais alors qu'elle croyait qu'il allait se confondre en excuses, il commença à lui faire le récit de ce qui allait l'attendre. Ce n'était pas l'homme d'une seule femme, et jamais la fidélité n'avait été envisagée par ce monstre. Il raconta que dès la puberté, il s'adonnait déjà au plaisir de la chair et à toutes sortes de turpitudes. Il ne comprenait pas comment elle avait pu croire qu'il n'y aurait qu'elle dans sa vie. Pensait-elle avoir été l'unique objet de ses convoitises? Ses oreilles enfantines n'étaient pas prêtes à entendre toutes ces choses, la dure réalité de la vie, le véritable visage du mariage. Mais pourquoi m'avoir choisi pour épouse si le réel but de sa vie était de collecter les conquêtes? Se demandait-elle. Tout simplement parce que chaque homme, aussi mauvais soit-il, rêve de fonder une famille et avoir des enfants avec une mère pieuse qui les élèvera dans le droit chemin. Marie-Clarence vit alors sa vie future défiler devant ses yeux. Elle sera une épouse malheureuse, obligée de supporter les tromperies et couleuvres de son mari, contrainte à enfanter dans la douleur une progéniture qu'elle éduquera seule pendant que sa chère moitié se vautrera dans la frange avec d'autres femmes aux mœurs légères. Elle agrippa son infâme époux par le cou, le suppliant de lui dire ce qu'elle devait faire pour qu'il ne s'occupe que d'elle et de leur foyer. Il ricana méchamment, en la repoussant qu'elle devait vraiment se prendre pour la Sainte Vierge pour demander à un homme comme lui fidélité. Sûr de son pouvoir de séduction, il était impossible pour lui de ne garder qu'une seule femme. Cela diminuait de son estime. Après lui avoir tourné le dos, il s'en alla, sans lui décrocher un regard de compassion. Pendant une semaine, elle se comporta en épouse modèle, une véritable fée du logis. Elle stoppa son apprentissage et devint une femme au foyer irréprochable. Leur demeure était complètement en ordre. Pas un brin de poussière n'était visible. Pas une armoire n'était parfaitement rangée. De somptueux dîners étaient préparés avec le peu de choses que son époux rapportait à la maison. Mais l'ambiance s'était transformée du tout au tout. Comme figée dans le temps, il régnait une atmosphère mélancolique où aucune parole n'était prononcée. La triste jeune femme avait perdu le sommeil, passant ses nuits à regarder d'un air dégoûté cet homme endormi là tout près. Celui qui lui avait promis une vie de rêve plein d'amour et de joie, celui qui se levait tôt le matin pour travailler quelques heures avant d'aller retrouver ses concubines, puis qui rentrait à la maison sans décrocher un mot. Celui qui avait un repos lourd et réparateur, alors que juste là, à côté de lui, se trouvait une femme brisée, qui refusait d'être touchée par ses mains qui défilaient de maîtresse en maîtresse. Une personne seule qui commençait à penser à la mort. Marie-Clarence avait les idées sombres. Rien ne pouvait éteindre le feu qui s'embrasait de jour en jour dans son âme. Aucun remède n'a jamais existé contre le cœur tombé en miettes d'une jeune personne amoureuse et naïve. Comment envisager une vie sans bonheur, sans lueur d'espoir, sans la lumière que nous voyons parfois au bout du tunnel? Elle perdait de la vitalité de jour en jour. Une fatigue chronique s'était emparée d'elle. Qu'est-ce qui pouvait bien l'aider à se reposer? Qu'est-ce qui pouvait sonner la fin de sa souffrance? Rien, à part le sommeil éternel. Dès l'aube, alors que le jeune marié sortit, la misérable décida qu'il était temps de mettre fin à ses jours. Elle choisit de se jeter du haut du phare près des docks, afin qu'à chaque fois que son époux se retournait en ayant de vue la haute tour éclairée, le remords le rongerait jusqu'à avoir peut-être un jour raison de lui. Il était très tôt. Peu de gens marchaient dans les rues. Elle déambulait lentement en direction du port, où elle finit par voir son homme riant avec ses collègues, vivant le plus normalement du monde comme si rien ne lui était reproché, ce qui accentua sa peine. Arrivée à la porte du phare, les larmes commençaient à couler de ses yeux sans qu'elle ne puisse les contrôler. La malheureuse montait les marches mollement en pleurant. Dans sa peine jaillit d'un coup une lueur d'espoir, un brin de joie. Il était maintenant possible pour elle d'imaginer un avenir meilleur, sans souffrance dans l'au-delà. Arrivée en haut de la tour, entre deux sanglots, elle sourit pour la première fois depuis des jours en se rapprochant du bord, puis contempla le monde qui l'entourait. Elle vit au loin le village de Trinité, d'où était originaire sa mère, où elle passa quelques vacances d'été étant plus jeune. Et juste en bas d'elle se trouvait un lot de pierres, la moitié immergée sous l'eau, l'autre moitié recouverte d'une mousse épaisse. Marie-Clarence escada la pierre froide et humide, ferma les yeux quand l'image horrible de son amour convoitant une autre femme qu'elle se redessina sauvagement, la poussant à commettre l'irréparable en se jetant dans le vide, sans hurler, mais en pleurant sa tragique destinée.
Quelque temps plus tard, 2 pêcheurs amateurs se rapprochant des rochers près du phare hurlèrent de terreur en voyant le cadavre ensanglanté d'une jeune femme blonde aux cheveux bouclés, d'une beauté angélique, des larmes de sang coulant le long de ses joues pâles. Nombreuses furent les personnes à l'enterrement de la pauvre jeune femme. On vint de tous les coins de la contrée. L'homme qui officia, venant du village voisin d'Aventir, fit le portrait d'une jeune femme aimée de tous. Quelle journée sombre que celle où nous devons pleurer la perte d'une jeune âme innocente dans des circonstances troubles et ignorant les raisons de ce geste affreux. Quelle douleur de voir un jeune veuf éploré qui n'a pas eu le temps de vivre son mariage normalement, comme chaque jeune personne le mérite. La morte ne laissa ni lettre d'explication, ni mot à l'intention de son mari. Le village était donc surpris à l'annonce du suicide d'une jeune mariée seulement 10 jours après ses noces, surtout dans l'incapacité d'expliquer ce geste. Le soir même, un vieux marin venu fumer sa pipe près du phare entendit des pleurs au loin. Il se mit à chercher dans toutes les directions, même à l'intérieur du phare jusqu'au sommet en vain. Les sanglots sonnaient de plus en plus fort dans sa tête jusqu'à presque le rendre fou. Il descendit alors en trombe et alla retrouver ses amis à la taverne du village, leur narrant son récit. Les jours suivants, plusieurs villageois racontèrent la même chose que le marin. Et chaque famille eut bruit de ces surprenantes histoires, sans savoir si celles-là étaient des ragots ou des témoignages réels. On commença à raconter alors que la jeune tisserande était peut-être une sorcière et que son âme erre à jamais dans le phare. Un groupe adorateur du feu, venu de Sainte-Foy de la Clairière, s'aventurait au phare essayant de diriger des rituels au moment où les sanglots étaient audibles chaque soir jusqu'à ce que le conseil du village de Malène décida d'en interdire l'accès direct. L'incompréhension était totale, même des mois après cette dramatique histoire. Mais l'époux fit l'erreur de raconter son récit à quelques proches amis, qui racontèrent à leur tour à leurs épouses, qui racontèrent à leurs amis, et bientôt tout le pays fut au courant de l'histoire tragique de la jeune mariée de Malène, et tout le monde détesta cet homme qui fut contraint de quitter le village. On dit qu'il trouva refuge dans une auberge d'Aventir, où il devint cuisinier, caché, craignant qu'un jour on le reconnaisse. On venait de partout pour visiter alors ce phare au passé funeste. Des groupes de touristes venus de Mestlos rapportèrent une sorcière qui essaya d'exorciser les lieux en projetant un liquide sur les murs et en posant des pierres magiques là où le corps de Marie-Clarence avait été retrouvé. Mais le soir venu, les pleurs s'accentuaient, terrorisant quiconque aux alentours. Et depuis ce jour, personne n'accède plus au phare, tout passage ayant été barré, de peur d'entendre ou de voir une entité inconnue. Même l'accès au petit pont près des pierres fut interdit. Par la suite de ces tragiques événements, l'histoire de la mariée de Malène est racontée à toute personne voulant s'aventurer près du phare. Et aujourd'hui encore, si nous nous approchons d'un peu trop près, des sanglots sont entendus au loin.